Bonjour chers clients, clientes et partenaires et bienvenue à notre balado du 17 mars 2021 en compagnie de Jean-René Ouellette. Bonjour Jean-René. Bonjour Annick. Alors Jean-René, on va commencer comme on fait à l'habitude. On va parler des performances des différents indices depuis le début de l'année. Alors on va commencer avec l'indice américain, le Dow Jones, qui a livré une performance de 7,75 depuis le début de l'année. Ensuite, le S&P 500 qui a livré une performance de 5,85. Le Nasdaq qui est revenu en territoire positif avec une performance de 4,68 après avoir commencé l'année dans un territoire négatif. Donc, ça a été l'indice qui a le mieux performé l'an dernier, mais le retracé un peu en début d'année, notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt. Le TSX qui a connu la plus belle performance de tous les indices. Alors, TSX qui a connu une performance de 8,87. Là où ça va moins bien, c'est du côté des obligations. Alors, si on prend l'indice obligataire, depuis le début de l'année, on parle d'une performance négative de 5,62. Les obligations 30 ans, on est allé chercher la performance des obligations 30 ans qui ont connu depuis le début de l'année simplement un recul de 17%. Alors, quand les gens me disent, Annick, qu'on ne peut pas perdre avec des obligations, et on voit très, très bien que ça peut être le cas. On se rappelle que quand les taux d'intérêt montent, ça fait diminuer la valeur de nos obligations en portefeuille. Et à cet effet, les taux d'intérêt sur les 10 ans ont monté depuis le début de l'année de 0,9%. Alors, quasiment une hausse de 1% depuis le début de l'année. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les taux d'intérêt vont continuer cette ascension qui est quand même assez vigoureuse comme ascension depuis le début de l'année? Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont continuer de monter, mais peut-être pas à un rythme aussi effréné. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-René? Primo, Annick, merci de l'opportunité. On voit en effet, puis dans la remontée des taux, je pense que le point de départ, c'est de se dire, c'est un peu alarmant pour le marché obligataire, mais c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Si les taux d'intérêt augmentent à l'heure actuelle, c'est parce que l'économie va mieux. C'est parce que le marché est content de voir le déclin des cas, la progression des rythmes de vaccination, puis qu'on a espoir enfin dans une réouverture un peu plus durable. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont hâte de booker leurs prochaines vacances, non pas dans un chalet autour de la maison, mais dans un vol, dans un pays étranger où les gens vont réussir à décrocher pour vrai. Ceci dit, il faut quand même suivre l'évolution des taux d'intérêt. C'est clair qu'à court terme, ce qui promet de dicter le ton, c'est les données que nous aurons sur l'inflation. Puis ça, c'est clair pour nous que dans les prochains mois, les données inflationnistes vont surprendre par leurs chiffres et par leur vigueur, mais pas parce qu'ils sont forts en absolu, parce que l'année passée, ils étaient pas bons. Faut se rappeler qu'en en avril-mai-juin l'année passée, nos économies étaient fermées. Cette année, elles seront ouvertes. C'est sûr que ça crée donc un effet de croissance phénoménal, mais au niveau des prix, c'est la même chose. On se rappellera qu'en avril l'année dernière, le pétrole s'était échangé à moins 40 $. Aujourd'hui, on est aux environs des 65 $. Le pétrole a pris 105 $ sur 12 mois. C'est sûr que ça va donner un chiffre super fort. Cependant, si le pétrole reste à 65 $ jusqu'en 2022, en 2022, il n'y en aura plus d'inflation liée au pétrole dans ce chiffre-là. Qui plus est, même quand on regarde en arrière, on va avoir l'impression que l'inflation pourrait être en hausse de 4 % au mois d'avril. Ça, c'est mesuré sur 2020, mais si on le mesurait sur 2019, elle serait la moitié moins à 2 %. Bref, on va falloir faire attention. À court terme, le marché pourrait être inquiet parce que si l'inflation est un peu plus forte, est-ce que certains intervenants aux acteurs du marché pourraient être tentés de penser que la Réserve fédérale ou la Banque du Canada, par exemple, même si elles ont dit qu'elles allaient garder les taux d'intérêt très bas très longtemps, est-ce qu'elles pourraient être tentées d'éventuellement changer leur discours et de recommencer un peu plus tôt que ce qu'elles avaient précédemment télégraphié comme hausse de taux? C'est là où ça pourrait peut-être donner un petit peu de hausse sur les taux d'intérêt. L'autre question aussi, c'est de dire, les marchés obligataires ne performent pas bien cette année, depuis le début de l'année, mais il peut y avoir un renversement également. Alors, c'est pas nécessairement, ça donne pas le ton pour l'ensemble de l'année non plus, Jean-René. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, Annick, tu me poses souvent la question, tes clients te posent souvent la question, oui, mais si là, c'est difficile avec les taux d'intérêt puis ils continuent d'augmenter un peu, pourquoi je garderais des obligations dans mon portefeuille?
parce qu'on peut pas avoir de tout on peut pas avoir uniquement de ce qui va bien dans un portefeuille. On fait pas exprès d'avoir des choses qui vont qui vont pas bien. C'est pas ça ici, mais je pense qu'on a appris une très grande leçon, tout le monde, en 2020, sur un facteur clé de succès dans l'investissement, c'était d'avoir un plan de match puis le suivre. Quand on aime quelque chose, on en met un peu plus. Quand on n'aime pas quelque chose, on en met quand même, mais simplement un peu moins pour éviter les grands excès. Ce sont les grands excès qui font davantage mal au portefeuille d'investissement. Puis les obligations, ça n'en prend. Annick, tu faisais l'allusion tantôt avec l'obligation, les obligations 30 ans qui ont perdu 17%. Moi, je me suis amusé ce matin, puis je suis allé voir une obligation du gouvernement fédéral canadien qui vient échéance en 2051. C'est à peu près ça ton taux 30 ans. Mais ça a aussi un prix, une obligation comme ça. Au mois d'août dernier, ça valait 130 pièces une obligation comme ça. Aujourd'hui, elle est en bas de 100. Mais moi, ce que j'aime d'une obligation comme ça, aujourd'hui, tu en as à peu près pas dans tes portefeuilles parce que t'es pas très, très exposé au segment long terme. Ceci dit, éventuellement, on va peut-être vouloir en racheter. Pourquoi? Même si les taux augmentent un petit peu prochainement, on va peut-être attendre. C'est vrai. Mais si un véhicule comme ça, c'est un Canada 2051, lorsque les marchés fluctuent puis les marchés sont nerveux, peut passer de 100 pièces à 135 $, mais là, on l'a perdu, le 35 pièces de prime. Mais éventuellement, des fluctuations boursières, il y en aura. Puis moi, d'avoir un véhicule en portefeuille que j'achète à 100 pièces qui, pendant une débandade, s'en va gagner en valeur pour atteindre 125, 130 $, ben, je trouve ça intéressant. Pas seulement le gain en capital, mais surtout la liquidité qui reste avec le titre, d'avoir un titre que je suis capable de vendre à profit quand mes actions se vendent à escompte, puis refaire la hausse sur les actions ensuite, ça, j'adore vraiment ça. Donc, des obligations, ça ampute les performances depuis le début de l'année, mais c'est un mal nécessaire, ça en prend dans une approche équilibrée. Et à cet effet-là, en termes de gérer le risque à l'intérieur des portefeuilles, sachant que le complexe obligataire va être plus difficile à livrer des performances cette année, bien évidemment, on est au niveau des politiques de placement de notre clientèle, on est au bas de la cible. Alors, on ne peut pas descendre plus bas en termes d'allocation aux obligations. On est vraiment au bas de la cible. L'autre chose aussi, c'est qu'on n'est pas exposé à des obligations long terme, soit les obligations qui se sont faites le plus malmenées depuis le début de l'année. Évidemment, si on voit à un moment donné une stabilisation de la hausse des taux qui a été quand même fulgurante depuis le début de l'année, ben, ça sera probablement une opportunité, comme tu mentionnes, Jean-René, de regarder un petit peu plus long terme pour des opportunités. Je pense qu'on a quelques messages de la Réserve fédérale et de la Banque du Canada à recevoir avant de statuer sur ce prochain positionnement-là. L'autre chose qu'on a ajouté dans nos portefeuilles aussi, ce qui fait qu'on n'a pas la performance, on parlait d'une performance négative de l'indice obligataire de moins 5,6 depuis le début de l'année. Alors, on fait nettement mieux que ça. Ce qui nous a aidé, c'est d'avoir ajouté, Jean-René, des obligations à taux réel, soit des obligations qui vont ajouter le niveau de l'inflation. Alors, étant donné que c'est un marché qui anticipe, tout comme le marché des actions, mais la demande a été forte pour les obligations en rendement réel, alors elles ont quand même très bien performé dans les marchés, ce qui nous a aidé à tirer notre épingle du jeu de ce côté. Maintenant, Jean-René, je poserai la question au niveau des actions. On va regarder le marché des actions. Puis c'est quand même important qu'on parle des deux parce que effectivement, j'ai des clients cette semaine qui m'ont téléphoné pour me dire, ben Annick, je vois que les indices atteignent de nouveaux records, mais je vois pas nécessairement que mon portefeuille atteigne des nouveaux records. On a toujours tendance à oublier qu'on a cette portion obligataire-là dans notre portefeuille. Puis évidemment, ben, si son rendement est négatif depuis le début de l'année, ça va affecter le rendement global du portefeuille, ce qui est le cas cette année. Du côté des actions, on a senti un revirement de tendance depuis le début de l'année. En fait, il s'est installé à l'automne dernier, où à partir du moment où on a annoncé les vaccins, où Biden est rentré aussi en poste, c'est-à-dire depuis le début de l'année en janvier, on a senti une sortie vers la thématique du travail à la maison, plus vers un retour à la vie normale.
Bon, là, on pourrait avoir un débat philosophique à savoir que veut dire un retour à la vie normale. Je suis pas certaine qu'on va retourner exactement comme on était avant la pandémie. Je pense que des nouvelles façons de faire, de travailler, qui vont rester, qui vont demeurer, mais du moins, on va être en mesure de sortir de chez soi. Alors, on a vu les titres de la technologie moins bien performer en début d'année parce qu'ils avaient connu évidemment une performance, j'ai envie de dire, plus qu'exceptionnelle, Jean-René. C'est, à mon avis, à moi, c'est des évaluations qui sont déraisonnables. Alors, il y a eu des prises de profit de ce côté-là et le marché s'est tourné un petit peu plus vers des entreprises traditionnelles qui ont été boudées dans cette période de pandémie-là, parce qu'il manquait de clarté. On allait déconfiner quand, les vaccins allaient sortir quand. Alors, ces sociétés-là ont repris un petit peu plus d'intérêt dans le marché depuis le début de l'année. Donc, on voit vraiment le Dow Jones qui performe nettement mieux que le Nasdaq depuis le début de l'année. Maintenant, ma question, Jean-René, c'est est-ce que tu crois que cette tendance-là va se maintenir? Hey, là, tu me demandes de m'inventer une boule de cristal assez phénoménale. En fait, il y a un juste prix pour chaque chose. Tant aussi longtemps que les taux d'intérêt vont continuer leur ascension, évidemment, ça va mettre un peu plus de pression sur les titres technologiques. Puis, la relation entre taux d'intérêt puis titre technologique ou titre de croissance est pas toujours bien perçue, mais quand une compagnie s'échange à des multiples fort élevés, très très élevés, c'est donc dire qu'une grande partie de sa valeur vient donc de son futur et souvent de très très loin dans son futur. Donc quand les taux d'intérêt augmentent, bien évidemment, quand ça vient diamétralement affecter ces valeurs-là. Alors que si j'achète une business comme, je sais pas moi, une banque canadienne à 10 fois les bénéfices, ben, comme elle est pas chère, une moins grande partie de sa valeur vient du futur. Donc, une hausse des taux d'intérêt, ça a moins d'impact, même que les banques canadiennes, puis les banques en général, profitent de la hausse des taux d'intérêt. Donc, il y a clairement un facteur qui est là pour rester. Si nos croissances économiques seront devait s'avérer plus durables, non seulement parce que le retour à la normale, effort post-pandémie, M. Biden pourrait même lancer un nouveau projet d'infrastructure. Ben ça veut dire peut-être une demande plus forte pour les commodités, donc les actifs réels, puis les commodités relativement fortes. Ça explique également non pas seulement la surperformance du Dow Jones, mais l'excellente tenue du TSX dans un tel marché où quand il y a des créneaux où ça change, où il peut y avoir un impact. Mais en même temps, tu sais, Annick, on avait une discussion plutôt sur investissement en croissance, ça requiert quoi? L'investissement en croissance, pour moi, ça sera jamais de détenir juste un Tesla ou juste un Amazon. Ça, pour moi, c'est si quelqu'un détient un titre de croissance, c'est pas de l'investissement en croissance, c'est purement un aspect très spéculatif. Pour investir correctement en croissance, ça prend un portefeuille d'une trentaine, quarantaine de titres. Il y en a quelques-uns qui vont super bien faire, mais il y en a aussi un lot qui vont faire ordinaire, puis il y a souvent un lot de titres qui vont peut-être perdre un 80 à 100% de leur valeur dans ceux-ci. Donc, pour vraiment faire la part des choses ici, puis il y avait un vieil économiste détenteur d'un prix Nobel, Jamie Siegel, qui avait fait un papier à la fin des années 90-2000 sur l'éclatement de la bulle des Nifty 50 dans les années 70. Les Nifty 50, là, il y a beaucoup d'écho avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'était une cinquantaine de compagnies qu'on disait qui étaient des actions d'une seule transaction. T'achètes ça, t'oublies ça, ils vont dominer la planète, acheter tout ce qui bouge en croissance. Puis, au point culminant, en décembre 72, on avait la firme Polaroid qui s'échangeait à 92 fois les bénéfices. On avait Eastman Kodak à plus de 75 fois les bénéfices. Puis, après ça, ben, on sait qu'on a eu un éclatement des stocks. Malgré tout, il y a des stocks qui étaient parmi les stocks chers de l'époque, dans lesquels on avait les Gillette de ce monde, les Procter & Gamble, les Pfizer, les Merck, qui auraient dû, même s'ils s'échangeaient à plus du double des valuations de la bourse, à 40 fois leur profit, alors que le S&P 500 dans l'ensemble était à 20, compte tenu de toute la croissance future qu'ils ont générée après ça, ils auraient pu s'échanger à un multiple encore plus élevé que ça à l'époque. Bref, c'est quoi les leçons de l'investissement en croissance? Il y a un prix à payer pour la croissance, pas n'importe lequel, et ça mérite de demeurer diversifié. Je pense que ces leçons-là d'histoire vont s'appliquer aujourd'hui. Tu me rappelais que les gens qui ont acheté Cisco à 196 fois les bénéfices en mars 2000, ben s'en sont jamais remis. Pourtant, la société a continué à avoir des revenus en croissance, des bénéfices en croissance, mais on a tellement vu une compression du multiple d'évaluation pendant la même période que les gens qui ont acheté au sommet
n'ont jamais fait un gain en capital sur leur investissement. Merci Jean-René. Donc, on s'attend quand même d'un marché boursier positif cette année, si toute chose étant égale par ailleurs, parce que là, on parle d'une troisième vague et je voudrais peut-être t'entendre, Jean-René, sur qu'est-ce que tu penses de cette troisième vague-là qui commence à faire le tour du monde? C'est sûr que c'est un risque qui est super important, mais autant je vais pas prendre le risque d'une troisième vague comme le risque que le virus mute dans une version plus létale. Ça pourrait être une catastrophe assez extraordinaire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a encore des obligations en portefeuille. Ceci dit, je pense que c'est important de ramener troisième vague, peut-être quatrième vague éventuellement, on verra, mais regardez à quel point entre la première et la deuxième vague, même si les infections étaient nettement inférieures dans la première vague, à quel point les confinements puis les dommages économiques étaient plus massifs. Les gouvernements viennent de nous démontrer, puis ont écrit dans le ciel, que dans les secondes vagues, troisième ou quatrième vagues, s'il y en a, ou davantage, si on vit avec ça pendant des années, les confinements sont nettement plus chirurgicaux, nettement moins massifs. Puis il y a aussi l'espoir des vaccins. Là, il y en a peut-être un qui est moins bon, l'autre est meilleur. Ceci dit, ce qui est aussi super extraordinaire d'un point de vue de l'histoire, c'est qu'on n'a pas juste une solution. On a quelques candidats de vaccins avec des rythmes de production qui honnêtement, Annick, ça dépasse l'entendement à quel point on voit des courbes d'ascension de production de la part des quelques sociétés qui sont présentes et aussi des partages de capacité de production entre sociétés pharmaceutiques, celles qui n'ont pas forcément le nouveau vaccin, mais il y a des compagnies qui le produisent pour d'autres. Donc moi, je trouve que c'est une belle victoire de l'humanité sur ce qui se fait ici. Donc oui, je suis pas fan de devoir reconfiner à nouveau, puis je suis inquiet à savoir si on pouvait aussi avoir une nouvelle mutation dans une forme plus létale du vaccin, mais on se doit de garder l'investissement, c'est pas une devinette, si c'est A ou c'est B, c'est pas un modèle binaire. On doit travailler avec des scénarios probabilistes. Puis pour l'instant, on semble s'enligner vers une reprise économique relativement durable, supportée par des politiques monétaires excessivement accommodantes, qui sont accompagnées de politiques fiscales où il y a aucune espèce d'envie d'austérité à l'heure actuelle, où les gouvernements dépensent à profusion. Ajouter à cela que les ménages ont énormément d'encaisses et de cash. Puis si quelqu'un a du cash aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été capables de consommer, là, parce que les Amazon et les Internet de ce monde nous le permettaient. Donc, moi, je porte à croire que les gens qui ont de l'épargne aujourd'hui, lorsqu'on va leur réouvrir les portes, leur réouvrir les restaurants, leur réouvrir les aéroports, hey Annick, on a vraiment hâte de rencontrer tes partenaires et tes clients en personne, non pas dans un podcast, mais en réelle présence. On est positif sur cette reprise économique-là, assurément. Merci Jean-René. J'aime toujours nos balados à tous les 2 semaines qui nous donnent le pouls à nos clients, à nos partenaires de notre situation actuelle et où on s'en va. Ce qu'on a fait également, c'est que Jean-René et moi, nous allons vous offrir un balado une fois par mois parce que les choses ne changent pas tant que ça à toutes les semaines. Alors, une fois par mois, on va vous donner le statut et également une fois par mois, donc dans 2 semaines, on va continuer notre nouveauté des balados thématiques. Alors, on a eu quelques demandes de la part de nos clients, ceux qui nous écoutent, et le prochain balado portera sur la crypto-monnaie. Alors, on en parle beaucoup. Je pense que c'est bien de faire le statut. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Alors, ça, c'est notre prochain balado dans 2 semaines. Donc, merci de vous joindre à nous. Merci de nous écouter. Et je vous salue. J'ai bien hâte de vous saluer, comme Jean-René dit, en personne. Mais en attendant, on respecte les règles. Alors, bon 2 semaines à vous et merci beaucoup, Jean-René. Hey, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.